podcast Entre nous. Aujourd'hui, une belle personne, une invitée qui s'appelle Laurie Boisvert. Bonjour Laurie. Salut! Alors, Laurie Boisvert, je suis native de Portneuf. Je suis coach familial de profession. Je suis bachelière en psychoéducation de formation également, maman de 3 enfants. J'ai plein de chapeaux. J'ai plein de chapeaux dans ma profession, dans le fond, à travers ma profession de coach familial, mais dans mes occupations professionnelles en général, je suis pas mal quelqu'un d'occupé. Et voilà, donc je viens me présenter aujourd'hui, puis en espérant pouvoir inspirer certaines femmes qui visionneront ce podcast-là. Si tu me parles un petit peu de tes chapeaux actuellement, qu'est-ce que tu fais? Là, souvent, il faut que je fasse ma liste dans ma tête. Premièrement, coach familial, donc à mon compte depuis 13 ans. Je suis directrice de faculté à l'École internationale d'accompagnement CIBEL, qui est une école où est-ce qu'on offre de la formation en ligne pour toute personne là, qui souhaite devenir un professionnel de l'accompagnement. Donc, que ce soit du début de la vie, donc des accompagnants à la naissance, des naturopathes. On a des coachs et des accompagnants en fin de vie, donc des Tanadoula. Donc, moi, je m'occupe là, surtout de la certification là, en coaching familial. Donc, j'accompagne les personnes à développer là, certaines compétences là, du point de vue de l'accompagnement familial. Donc, je transmets ce que moi, j'ai acquis là, au fil des années là, dans ma profession. Ensuite de ça, qu'est-ce que je fais? Je travaille pour le chantier réussite éducative depuis peu dans Portneuf. Sinon, je suis chef de clan dans le réseau des mères en affaires dans Portneuf. C'est toi qui as créé le réseau Mères en affaires? Oui, c'est moi qui ai fondé ça en 2018. Si tu me parles un petit peu de ça, pourquoi la raison que tu as créé ce réseau de mères en affaires? La solitude! Parce que dans Portneuf, je connaissais peu de femmes qui étaient en affaires et surtout peu de femmes qui étaient dans mes âges, qui avaient de jeunes enfants. Dans les activités réseautage où est-ce que j'allais, c'était surtout avec des gens qui étaient peut-être même déjà grand-mères à l'époque. Donc, je me sentais un peu seule dans ma réalité et j'ai découvert le réseau des mères en affaires à Québec, dans un autre événement. Et puis là, j'ai découvert qu'il y avait des clans un peu partout au Québec. Et puis, eh bien, moi, je me suis adressée à la directrice et j'ai dit, il faut que ça existe dans Portneuf. Parce que pour nous, de se déplacer vers Québec ou de se déplacer vers Trois-Rivières, à l'époque, il y en avait des deux côtés, c'était peut-être trop long pour nous de se déplacer autant. Puis je pense qu'ici, il y a des gens qui seraient intéressés à faire ça. J'ai dû débattre mon point beaucoup, mais finalement, on m'a dit ben, « essaie-le, Laurie, puis on verra si ça fonctionne ou pas. » Puis avec grande joie, ça a vraiment bien fonctionné. Alors depuis, on se rassemble de façon régulière là, pour s'entraider, s'encourager, faire du brainstorming ensemble pour pouvoir développer nos entreprises respectives. Donc, ça a vraiment répondu à un besoin. Mais avant de travailler dans le domaine d'entrepreneuriat, tu avais une poste dans quel domaine? Qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, j'ai travaillé au préalable en CPE, où est-ce que je faisais l'intégration aux enfants besoins particuliers. Par la suite, j'ai intégré le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Québec. Donc, durant 6 ans, j'étais sur la liste de rappel. Donc, je me promenais vraiment d'un endroit à l'autre là, à faire des petits contrats, soit d'une journée, 2 journées, des fois des remplacements de 6 mois, 1 an. Mon plus grand remplacement était d'1 an et demi à peu près. Mais je me suis promenée vraiment beaucoup, que ce soit en résidence intermédiaire, que ce soit dans les centres de jour, les plateaux de travail pour une clientèle là, qui a soit déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, souvent avec des troubles de santé mentale associés. Là. Puis qu'est-ce que ça fait le changement de travailler dans des domaines de poste à l'intérieur, d'être entrepreneur? Ben, c'est sûr que lorsqu'on a un emploi comme ça, on se doit de développer beaucoup de résilience et de capacité d'adaptation, là, parce qu'on est toujours en train de se déplacer d'un endroit à l'autre, apprendre la clientèle avec qui on va travailler, il faut savoir s'adapter, en apprendre rapidement sur ses façons de fonctionner. La relation d'aide est quand même assez importante. Et de développer ma propre entreprise, là, ça m'a permis vraiment de pouvoir développer
mes projets en fonction de mes valeurs à moi, parce que là, c'est sûr que je travaillais au sein d'une institution et on n'a pas nécessairement la latitude là, qu'on peut avoir là, à titre de travailleur autonome. Donc, des fois, j'étais un peu freinée. Là, j'avais des idées, j'avais beaucoup de volonté, mais on me disait « Oh, Laurie, travaille pas trop fort. Alors, faut pas aller plus vite que la manière dont ça se passe ici. » Fait que malheureusement, ben, j'avais pas cette place-là. Et durant mon congé de maternité, là, c'est là que j'ai pu m'asseoir en me flattant la bédaine puis en réfléchissant à ma vie professionnelle, à savoir si c'était vraiment ça que je voulais à long terme. Il me manquait quelque chose. Tu sais, je travaillais beaucoup dans l'accompagnement de l'individu, mais très peu dans l'accompagnement de sa famille. Puis je considérais que c'était vraiment bénéfique d'avoir toute la famille impliquée dans l'évolution de chaque individu. Fait que de pouvoir travailler vraiment au sens plus large, en systémique avec la famille, mais ça vraiment, c'était pour moi très, très important. Puis j'ai découvert le coaching familial à partir de ce moment-là. Je me suis inscrite pendant que j'étais enceinte, en fait, puis j'ai fait la formation quand mon premier enfant avait 4 mois. Puis je me suis lancée, une fois ma formation terminée, mon diplôme en main, tout de suite, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai fait mon site web par moi-même et tout ça. J'étais vraiment très, 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 très motivée. Oui, des fois, quand on commence quelque chose, on est très, très motivé, mais c'est très important de garder la motivation à la fin. Oui, c'est ça. Ça, Faut commencer, mais il faut terminer aussi oui, ce qu'on commence. effectivement. Ben, est-ce que c'était la déclencheur principale de quitter un poste pour aller vers l'entrepreneur ou tu as d'autres raisons aussi? Parce que ce que je comprends, il y a d'autres raisons. Oui, il y a eu un déclencheur. En fait, j'ai fait cette formation-là alors que j'étais encore à l'emploi là, du CRDI. Puis, je suis retournée travailler un peu de reculons, je te dirais. Moi, j'ai eu 2 grossesses collées, donc je suis pas retournée travailler entre les deux. Donc, j'ai vraiment pu déjà développer tranquillement ma clientèle en coaching familial, puis à voir à quel point ça pouvait être bénéfique. Donc, du moment où est-ce que je suis retournée au CRDI, déjà, j'avais moins de motivation. J'avais réduit mes heures parce que, justement, je sentais que ma place n'était plus nécessairement là. Et la vie a fait en sorte que j'ai décidé de fermer la porte totalement parce qu'à un moment donné, je suis allée remplacer dans une résidence intermédiaire avec... c'est plus une résidence d'accompagnement continu. Donc là, on parle vraiment de cas qui sont beaucoup plus lourds, des usagers qui ont des troubles de comportement assez graves. Donc moi, je ne connais pas les gens qui sont là. Et malheureusement, il y a un des usagers qui était là qui faisait une psychose, mais c'était un autiste non-verbal. Donc, on n'était pas au courant, en fait, de ce qui se passait. On l'a su par après. Sauf que, bon, j'ai posé un geste qui, pour lui, ne faisait pas de sens. Puis, il m'a sauté dessus, en fait, là. Donc, je me suis fait frapper, je me suis fait battre, en fait, là. Ça a duré que quelques minutes, secondes même, là, le temps que les autres intervenants me voient puis puissent m'aider. Parce que moi, je suis un peu coincée. Là-bas, les murs, les divans sont vissés au sol. Donc, moi, j'étais coincée là. Je ne pouvais pas m'en sortir. Donc, heureusement, des gens sont venus à mon secours. Puis, à partir de là, je me suis dit, non, c'est pas vrai que je vais montrer à mes enfants que c'est correct de travailler dans un milieu où est-ce que je vais revenir à la maison parfois avec les bras griffés, des bleus, des cheveux arrachés. Ça faisait vraiment partie de mon quotidien quand je travaillais au CRDI, puis pour plusieurs de mes collègues. Donc, pour moi, ça faisait vraiment plus de sens. Puis j'ai décidé à partir de ce moment-là que je ne retournerais pas travailler. Le matin, je pleurais avant de quitter. C'était pas possible pour moi. Donc, j'ai vraiment décidé à ce moment-là de fermer totalement la porte, là. Laurie, t'es maman. Oui. T'as beaucoup de chapeaux. Comment tu peux gérer tout ça en tant que maman de 3 enfants? Maman de 3 enfants, je les implique beaucoup dans mon travail. Donc, je fais aussi directrice là, du salon Bedaine et Bambin, qui est un salon maternité-famille. Je prends ça comme exemple parce que ma famille est vraiment très, très impliquée dans ce projet-là. Donc, une fois par année, moi, j'organise ce rassemblement-là de gens qui travaillent auprès des familles 0-5 ans, des organismes, des entreprises et tout. Et dès le début, en fait, j'avais un enfant avec moi
qui m'accompagnait. La première année, en fait, c'est pas moi qui ai inventé là, ce salon-là, qui l'a mis sur pied la première année. C'est une de mes amies d'enfance, là, Stéphanie, qui avait développé ça. C'était quand même tout petit, il y avait une dizaine de tables. Puis moi, j'avais des idées de grandeur. Puis ça faisait longtemps que je pensais à ce genre de projet-là. Et j'ai dit, ben moi, je veux embarquer là-dedans. On se permet de faire quelque chose de plus gros? Moi, je vois des conférenciers, je voyais plein d'affaires. Et puis, à partir de là, on a travaillé ensemble la deuxième année. Puis la troisième année, là, j'ai repris le projet toute seule. Puis, voilà, mes enfants étaient toujours présents. La première année où est-ce que j'étais au salon de Stéphanie, j'avais mon bébé que j'allaitais, que je remettais dans sa poussette. Et là, les enfants ont vieilli, je les avais dans le porte-bébé, ça courait partout, mais pour moi, c'était un événement familial. Donc, ils ont toujours été quand même impliqués dans ce que je faisais. C'est sûr qu'au niveau du coaching familial, je ne peux pas les amener chez les familles que j'accompagne, mais ils sont très conscients de ce que je fais, de la mission que je porte aussi. Quand je vais donner des conférences, si je dois partir une journée ou deux, les enfants aussi sont conscients que c'est quelque chose qui va être profitable pour les autres, pour les parents, pour les enfants. Ils sont vraiment sensibilisés à ça. Puis, je pense que de me voir épanouie dans ce travail-là, d'être heureuse, d'être fière quand je leur raconte ce qui s'est passé dans les événements et tout ça, ou même l'avancement chez les familles que j'accompagne. Jamais je vais nommer qui je vais accompagner. Ça, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Mais juste leur dire de la progression, de ce que j'ai pu observer, ça, pour eux, je pense que c'est quelque chose de beau aussi. Puis, c'est important pour moi de les inspirer et leur donner un bon modèle. Ouais, je peux dire que moi aussi, j'ai participé à un salon Bethany Bamba la dernière fois pour le travail. Puis j'ai amené mes enfants. Fait que j'ai écrit, j'ai dit, Laurie, c'est correct, j'ai les enfants avec moi, c'est une fin de semaine. Elle dit, oui, tu peux amener les enfants. Fait que oui, moi aussi, je suis contente d'avoir un job que je peux amener mes enfants de temps en temps avec moi. Comme la tournée d'unité mobile, etc. Je me rappelle que mon fils, il va pas à la garderie là, cette semaine, puis j'avais une réunion avec avec Alain, mon patron, puis j'ai dit Alain, je peux pas venir parce que j'ai mon fils avec moi. Il m'a dit mais amène-le, c'est correct. J'étais allée, puis il était tranquille assis, mais oui, il était sur son cellulaire par exemple. Mon cellulaire, mais au moins j'étais capable de travailler en attendant, puis tout le monde était compréhensif, tout le monde. Parce qu'on est chanceux, je pense, chanceuse, on peut dire dans notre domaine de communautaire. Ouais. Vraiment. Puis on a ça en commun, hein, l'unité mobile. Oui. Parce que par le passé, justement, après avoir fait quelques années en coaching familial, à un moment donné, j'avais besoin d'un petit peu plus de sécurité financière au départ. Puis j'ai travaillé pour la table 0-5 ans. Puis l'unité mobile, dans le fond, c'est moi qui l'ai mis sur pied, qui l'a développé. Et mes enfants étaient tout le temps présents quand on faisait des événements la fin de semaine et tout ça. Bien, mes enfants profitaient de ce qui était à l'intérieur du camion, le matériel et tout ça, puis invitaient les amis à venir participer aux activités et tout ça, tu sais. Fait que ça aussi, c'est le fun. Puis d'embarquer les enfants dans nos projets, je pense que ça bonifie encore plus le sens qu'on donne à ce qu'on fait. Effectivement, ce que je dis aussi la même chose. Là, on parle de tout est beau, tout ce que tu fais, mais c'est sûr que il y a pas de vide. C'est sûr qu'il y a des difficultés. Est-ce que tu peux parler un petit peu des défis en tant qu'une fille, une femme, depuis que t'es commencé à s'impliquer dans ta vie de plus en plus? C'est quoi les défis? Écoute, ma mission de vie aujourd'hui est vraiment basée sur mon historique de vie. Le pourquoi est-ce que c'est si important pour moi de favoriser l'épanouissement des enfants. Puis ça, vraiment, tous mes choix de vie, puis plus je prends du recul, plus je me rends compte de ça, que tous mes choix de vie ont été basés vraiment sur cet élément-là, que pour moi, c'est important de favoriser l'épanouissement des enfants au sens large. Donc, moi, j'ai vécu dans une situation familiale assez complexe. Mon père avait des problématiques de dépendance, donc mon père était alcoolique, avait des troubles de santé mentale, donc faisait des dépressions de façon régulière, a été hospitalisé à quelques reprises, a fait des tentatives de suicide. Et donc, moi, en tant qu'enfant aînée, j'étais quand même consciente de beaucoup de choses qui se passaient à la maison. Et j'ai eu rapidement ce réflexe-là de devenir un peu comme la petite maman à la maison. Ma mère faisait vraiment tout ce qu'elle pouvait, dans le fond, là, pour faire en sorte qu'on soit en sécurité puis que tout se passe bien. Elle travaillait quand même beaucoup pour subvenir à nos besoins et tout.
Puis, elle a toujours fait ce qu'elle pouvait. Et aujourd'hui, je pense pas que j'en veux à ni l'un ni l'autre de mes parents parce que je comprends qu'on fait toujours du mieux qu'on peut avec les circonstances puis avec les compétences qu'on a dans ce moment-là. Mais rapidement, je suis devenue comme l'adulte dans la maison, là. Donc, la confidente des parents, celle qui essaie de faire en sorte que tout se passe bien, essayer de protéger ma sœur au mieux pour qu'elle ne se rende pas trop compte de ce qui se passe à la maison, que je continue à faire en sorte qu'elle ait du plaisir, puis que tout soit correct, dans le fond, là, tu sais. Fait que rapidement, ça a été ça mon rôle à la maison, là, de pouvoir faire en sorte que tout soit correct pour tous. Et ça c'est resté, là, l'enfant responsable est resté. Et pour moi, l'école, entre autres, c'était un espace qui était sécuritaire parce que il y avait des personnes qui étaient de confiance, ça fonctionnait toujours de la même manière. Donc, c'était un espace vraiment qui était rassurant pour moi. Puis j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui étaient très bienveillant. Ma famille élargie était présente pour moi, les voisins, les parents de mes amis qui me recevaient chez eux. Donc, ça fait en sorte que, malgré le fait qu'à la maison, c'était pas toujours facile, qu'il y avait beaucoup de tensions, éventuellement, mes parents se sont séparés. Et là, il y a d'autres problématiques qui sont apparues. Tu sais, mon père essayait de faire de l'aliénation parentale. Et moi, j'essayais de pas me laisser atteindre par ça, puis toujours protéger ma sœur à travers tout ça, tu sais. Et d'avoir ce rôle-là, ça a fait en sorte que je me suis dit, bien, étant la personne responsable, je vais m'organiser aussi pour faire des choix responsables dans ma vie et de ne pas me laisser atteindre, justement, par tout ce qui se passe autour. Grâce au support des gens autour de moi qui étaient sains et bienveillants, mais ça m'a permis justement de croire en moi et de bien m'en sortir finalement, parce que j'avais pas nécessairement toujours le soutien. Ben, le soutien financier n'était pas là. Le soutien moral de mes parents était du côté de mon père, pas du tout. Du côté de ma mère, oui. Mais j'avais pas ce soutien-là ou l'encouragement pour me pousser à me dépasser, les choix d'aller me former pour pouvoir devenir quelqu'un qui allait aider, parce que pour moi, c'était vraiment ça. J'étais la personne responsable, mais qui allait aider tout le monde, là. Alors, très, très jeune, pour moi, c'était clair que j'allais aider les gens. Je savais pas encore de quelle manière, mais j'étais la petite psychologue avec mes amis, j'avais mon petit carnet, puis je prenais des notes quand elle se confiait à moi, là, vraiment l'image type du psychologue qui fait « Et là, je l'écrivais. C'est pour ça, c'est pour ça, je pense, le choix de ton carrière dans la psychodécation aussi. Vraiment. Puis moi, je m'en allais psychologue pour enfants, en fait, éventuellement, là. Puis finalement, j'ai découvert la psychoéducation en allant porter mon inscription. Donc, je savais pas que ça existait, la psychoéducation. Puis je trouvais que c'était tellement un beau mix entre la présence terrain, l'accompagnement vraiment mais qui concerne vraiment toute l'éducation qu'on peut faire aussi. Donc, on ne fait pas juste essayer de guérir des traumas. Là, on met en place des stratégies pour faire en sorte qu'à long terme, on n'en ait plus de problèmes. Puis on éduque les gens. Fait que c'est un peu ce qui a fait en sorte que je me suis enlignée vers ça. Donc, c'est ça. Je suis allée faire des études supérieures et j'étais la première dans ma famille à faire des études supérieures. Donc, mon père avait secondaire 5, ma mère a fini par faire son équivalence de secondaire 5, elle avait 36 ans. Donc, dans ma famille même élargie, personne qui était allé au cégep ni à l'université. Fait que c'était tout du nouveau pour moi, mais je pense que tout ce que mon passé a construit en moi, toute cette résilience-là, a fait en sorte que c'était le chemin naturel à prendre. Puis, même si je savais pas ce que c'était, ça pouvait juste être mieux. Puis, est-ce que Laurie, actuellement, a passé à guérir tout ça, a passé à travers tout ça? Elle a eu un chemin, je pense, pour sortir de tout ça. Puis, on n'oublie pas ce qu'on a vécu, mais on apprend, puis on évolue.
Ouais, on évolue. Est-ce que c'est guéri à 100%? Je pense que des fois, il y a certaines situations qui arrivent qui viennent me chercher un petit peu plus ou qui me touchent plus. J'ai travaillé beaucoup sur moi, j'ai fait beaucoup de développement personnel, ce qui m'a aidé énormément parce que je te dirais que quand je suis allée faire mes études à l'université, c'était encore très sensible, tout ça. Mais moi, j'ai découvert la PNL, la programmation neurolinguistique, après le coaching familial. Enfin, je suis allée me former en programmation neurolinguistique. Puis, à travers ce processus-là, tu apprends énormément parce que les techniques qu'on apprend pour pouvoir aider les gens, bien, on les essaie sur nous-mêmes au préalable, puis on teste ça avec nos collègues qui font la même démarche que nous. Donc, veux pas, on travaille sur nos bébites, puis on va penser aussi certaines blessures tranquillement. Ou à tout le moins, on se permet de prendre du recul là-dessus et de percevoir les situations autrement pour que ça nous atteigne beaucoup moins, là. Je sais que tu étais un enfant timide. Mhm. Est-ce que tu es encore timide? Quand même. Tu peux dire que... Parce que moi, honnêtement, tu m'inspires, tu parles bien, je te vois moi, quand j'étais enceinte de mon deuxième bébé, je participais à un de tes ateliers, je sais pas si tu te Oui, je rappelles m'en de moi. souviens. Puis aussi, je t'ai vu dans plusieurs d'autres opportunités, je t'ai vu sur YouTube aussi, Mhm. pour Minimum Café. Fait que je me demande, moi personnellement, je te vois pas timide, mais est-ce que toi, tu te vois comment tu décris pour toi être timide? Je pense que la timidité m'a jamais quittée. Quand j'étais plus jeune, au primaire, au secondaire, j'étais excessivement timide. Si j'avais pu passer entre le mur et la peinture, je l'aurais fait, là. Je n'aimais pas que les gens me regardent. Faire des présentations orales, pour moi, c'était épouvantable. Souvent, j'en perdais la voix. Symptômes psychosomatiques, vraiment, là. Mais j'étais pas capable de faire un oral. Souvent, j'avais besoin comme d'une période de plus pour me faire à l'idée puis finir par le présenter. Ça m'est déjà arrivé de pas être capable de le faire parce que j'oubliais complètement ce que j'avais à dire. Donc, j'étais vraiment pas bien avec ça. C'est sûr que du moment où j'ai découvert ma passion, vraiment ce que j'aimais, ce qui m'animait, donc que ce soit le fait de transmettre des stratégies pour les parents pour faire en sorte que leur vie familiale soit mieux, faciliter l'accompagnement des enfants, pouvoir transmettre mon métier, tout ça, c'est facile. Tu sais, de pouvoir parler avec des gens de mon métier, de s'encourager dans l'entrepreneuriat, ça, c'est facile. Mais en général, si je croise des gens et tout ça, ben, je suis un peu gênée pareil. Je pense que ça te dégêne, c'est ta passion. Oui. C'est ça, quand on est passionné de quelque chose, même on est gêné, on va y aller jusqu'à la fin pour chercher ce qu'on veut. Oui, on va atteindre nos buts, puis on veut outiller les gens, ben peu importe les moyens que ça prendra, je vais les prendre, puis je vais apprendre à travers tout ça. Puis c'est sûr que plus on le fait, ben plus on dédramatise, puis on voit que c'est possible. Puis... Effectivement, c'est vrai. Moi, je peux pas dire que je suis une personne gênée, je suis jamais gênée. J'aimerais bien avoir un petit peu timidité. Des fois, je dis, est-ce que j'ai passé mes limites? C'est ça que... Mais j'essaie d'être toujours calme. En tant qu'une femme au Québec, c'est quoi le défi que tu croises quotidiennement en tant que maman, entrepreneur, travailleuse, puis une citoyenne? Écoute, les défis, il y en a plein. Tu sais, je pense que dernièrement, puis ça, je le vois de plus en plus, c'est cette volonté-là de performer est tellement présente, tant dans... Là, je vais parler en fonction de ce que moi, je connais puis ce que je vis. Oui, le fait d'être parent, tu as cette pression-là d'être un bon parent, de bien faire les choses, de faire en sorte que tes enfants soient bien élevés selon les critères de la société, de s'assurer de répondre à ce que nos employeurs attendent de nous, de répondre à quoi ça devrait ressembler à un bon conjoint, une bonne conjointe, être capable de concilier tout en même temps, puis de toujours bien paraître et de toujours être de bonne humeur. Tu sais, je pense que c'est une pression qu'on se donne.
Puis, est-ce nécessaire? Je sais pas à quel point, parce que finalement, quand tu finis par dire écoute, aujourd'hui, ça va pas du tout, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, j'ai pas bien dormi, mes enfants ont pas fait leur nuit, ou je ne sais trop. Mais les gens sont finalement compréhensifs, tu sais. Mais est-ce que c'est la société qui nous met de la pression ou c'est nous qui nous donnons de la pression pour bien paraître face aux autres? C'est à se Mais questionner. je te comprends bien parce que moi, il est arrivé une période dans ma vie, je travaillais dans le domaine d'éducation, puis là, tous les attentes de moi en tant qu'une maman. Mon fils, il faut que ça soit comme ça, comme ça. Il faut qu'il parle tel mot, il faut qu'il marche, il faut qu'il parle, tout ça, c'est comme, ça m'amenait à être anxieuse. Est-ce que je fais ça bien mon travail? Est-ce que je fais ça bien mon travail? Puis là, un jour, je dis, Arwa, tu fais ce que tu peux, tu es une bonne maman. Tu fais des efforts. C'est pas comme mais je trouve qu'il y a pression aussi de la cadre scolaire, la pression de la société, la pression de gouvernement, tout ce qu'elle y a ensemble, en sorte que nous, en tant qu'une maman, c'est dur d'aller à travers tout ça, mais la grande pression, c'est toujours la maman, la responsable, ce que je trouve. C'est encore en aidant. Appeler maman quand l'enfant est malade, appeler maman quand... C'est comme nous, on ne travaille pas. Exactement. Puis ça, je l'ai vécu dernièrement, justement, et mon conjoint est très, très impliqué. J'ai cette chance-là. Et effectivement, quand il y a quelque chose qui se passe à l'école, c'est moi qu'on appelle. « Oh, votre enfant se sent pas bien aujourd'hui, pourriez-vous venir le chercher? » Ah, mais mon conjoint aussi aurait pu être disponible. Pourquoi c'est moi qu'on a appelé en premier? En effet. Je peux te donner quelque chose. Moi, je travaille à l'école, puis il y a toujours la mère en premier, après le père, dans le document, tout le temps. C'est comme c'est elle, il faut qu'elle fasse tout. Ça, je trouve que... C'est quelque chose qui est à défaire. En fait, là, c'est d'anciennes mentalités. Et aujourd'hui, les réalités sont très différentes. Oui, auparavant, les femmes s'occupaient de la maison, puis les hommes allaient travailler. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas, là. Mais il y a un aspect aussi que quand tu viens de demander, par exemple, d'aller expliquer quelque chose, tu l'adresses tout le temps à la maman. Puis comme le papa est côté, c'est comme... Ça j'aime moi. Puis lui, il faut qu'il s'implique dans la vie de son enfant. Et lui, il peut chercher le coach pour son enfant. Lui, il veut savoir sur le développement de son enfant. Mais est-ce que tu peux dire à ta femme d'aller chercher... Ça, c'est le bout-là que j'aimerais aussi que ça change. Oui, il faut s'adresser à tout le monde, puis les impliquer, parce que quand on se sent pas impliqué, justement, si on s'adresse toujours à la maman, là, mais le papa, lui, il va se sentir désengagé. On ne fait pas confiance pour ce que je suis capable d'apporter. Puis je le vois, cette progression-là aussi, hein, chez les familles. Il y a 13 ans, c'était beaucoup des mamans qui m'appelaient au départ. Et aujourd'hui, je te dirais que c'est 50-50. Ah, je suis contente. Tu vois, il y en a une évolution. Les papas sont impliqués, mais il faut les impliquer aussi. Il faut s'adresser à eux aussi, là. Mais dans les réunions à l'école, il y en a plein de papas aussi qui sont là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça devrait pas être spécial. Ça devrait juste être normal. Oh, exactement ce que je dis tout le temps. Laurie, si tu as un message à adresser aux femmes et aux mamans aussi, mais en général à toutes les femmes, c'est quel message que tu veux l'adresser? J'aurais envie de vous dire de peut-être vous entourer des bonnes personnes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a fait la différence dans ma vie, d'avoir des bonnes personnes autour de moi, alors qu'il y en avait qui étaient très toxiques, mais il y en avait d'autres qui étaient vraiment bien, qui m'ont permis de voir la lumière finalement, alors que parfois je ne la voyais pas. Et le fait d'être entouré de personnes positives qui vont vous encourager, qui vont avoir de bons mots pour vous, qui vont vous prendre comme vous êtes, peu importe vos bons jours ou vos mauvais jours, là, c'est hyper important. T'sais, parfois, on va pas bien puis on va finir par se refermer sur nous-mêmes, mais le filet social, il est vraiment important, puis il faut le solliciter, puis il faut être capable de faire des bons choix aussi. Des fois, dire au revoir à certaines personnes qui nous tirent un peu vers le bas. Des fois, c'est nécessaire de faire du ménage. Fait que chercher l'aide est très important de faire quand on se sent pas bien. Hyper important. Puis on est chanceux. À Portneuf, on a beaucoup de services, beaucoup de ressources. Oui, il faut savoir les connaître. Oui. Hein, mais je pense que les gens qui travaillent justement auprès des organismes tentent fortement de rejoindre les gens. Puis dans Portneuf, effectivement, qu'on est super actifs sur le territoire. Là, donc, il y a plein de services. Là.
Puis il y a le site QG de Portneuf aussi, qui a tous les organismes comme tel, tous les services qu'on peut aller chercher. Ça, je trouve qu'un atout. Assurément. Fait que merci Laurie pour aujourd'hui. Je suis contente de parler avec toi, de te connaître plus. Puis on se connaît dans le passé, mais c'était comme une connaissance simple, mais là, on se connaît ça plus profond. Voilà, ça me fait plaisir. Merci beaucoup.